Alors, je vous dis bonjour. Vous êtes les premiers à arriver et on est ravis de vous retrouver. Donc, pour les émotions, celles de mon enfant et les miennes, qui est donc la première conférence introductive du cycle qui va être autour des compétences émotionnelles. Cette deuxième étape donc du cycle Être parent aujourd'hui me tient particulièrement à cœur parce qu'en tant que prof d'anglais, j'ai eu le grand bonheur d'emmener mes élèves à de nombreuses reprises dans des écoles, dans des écoles principalement en Grande-Bretagne et en Australie, et de découvrir très tôt, en 1987, ce qu'étaient les life skills. Donc, autant dire les life skills, c'est tout simplement les compétences émotionnelles. D'ailleurs, c'est les systèmes scolaires anglais qui ont amené cette prise de conscience ce qu'on appelle les compétences psychosociales à l'OMS comme facteur de santé mentale et de bien-être. Donc, quand c'est arrivé en France, peu à peu que ça s'est développé, j'en ai été très heureuse parce que j'avais pu voir dans le quotidien des écoles à quel point s'intéresser à l'élève en tant que personne et non pas qu'en tant que cerveau apprenant, c'était d'une énorme richesse et c'était un vrai travail éducatif et qui pouvait être transversal avec l'approche des parents. Et c'est un peu l'idée que nous avons avec cette association qui est transversale parce qu'elle se veut en lien avec l'éducation, avec la santé, avec le monde qui nous entoure et avec la réalité de notre société qui évolue. Ça a l'air d'être très ambitieux, mais c'est coller le plus possible à la réalité de chaque être humain qui se départage continuellement entre tous ces mondes. Donc, c'est aussi le Covid qui a fait émerger les émotions, parce que là, on s'est rendu compte qu'on maîtrisait pas grand-chose et qu'il fallait s'en occuper de cette part de nous-mêmes qu'en France, on a particulièrement négligée. Donc, c'est une belle soirée qui commence avec les émotions. Je laisse la parole à Emmanuel, que l'on a rencontré l'année dernière, que j'ai fini par trouver, au sens elle partage cette sensibilité et qu'elle est multicarte et qu'elle nous a déjà passionnés à l'automne dernier avec notre premier volet qui était autour de l'autonomie de l'enfant, qui est quand même la première étape pour tout parent qui qui va accompagner son enfant vers l'âge adulte. Voilà, merci Emmanuel pour cette merveilleuse soirée qui s'annonce. Donc, ravi d'être parmi vous ce soir. Et pour les personnes qui regarderont cette conférence en replay, eh bien, bravo à vous aussi, évidemment. Donc, Marie-Annick l'a dit, on va être ensemble sur le thème des émotions, celles de mon enfant et les miennes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, bah, à nouveau, bienvenue. C'est important de bien accueillir. Et puis juste quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Emmanuelle Ducassé, conférencière, formatrice, professionnelle de l'accompagnement. J'ai créé Feel and Whoop, qui propose des conférences, des ateliers, des formations dans le domaine de l'éducation, de la parentalité et du mieux-être au travail. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, ben, c'est de pouvoir accompagner les personnes à prévenir l'épuisement et à s'épanouir du mieux possible. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Et donc, à travers mes interventions, eh ben, c'est ce que je cherche en tout cas à travailler, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc, vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Et puis, ben, je me nourris de pas mal d'approches, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire que tout ce que je vais partager ce soir, il y a pas de dogme. Voilà, c'est nourri de plein d'approches différentes. C'est vrai que dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses et qu'en tant que parent, et moi la première, c'est pas si simple de s'y retrouver. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire pour les autres conférences, moi, je vous invite vraiment à prendre cette conférence comme un buffet et simplement à aller retenir, garder ce qui vous fait écho, ce qui fait sens pour vous, qui vous semble vraiment utile par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin parental en lien avec ces fameuses compétences émotionnelles que citait Marianne juste avant. Donc, je vous souhaite un bon buffet. Alors, de quoi on va parler justement cette soirée de manière un peu plus spécifique? Ben, on va peut-être déjà repréciser ce qu'est une émotion.
Et puis, on verra dans un deuxième temps, eh bien, quels impacts ont nos propres émotions de parents sur nos enfants. Et ensuite, comment finalement bah, développer nos propres compétences émotionnelles et bien sûr celles de nos jeunes, de nos enfants ou des enfants, des jeunes qu'on accompagne hein, dans notre pratique professionnelle du quotidien. Alors, commençons par c'est quoi une émotion au juste, mais moi, ce qui m'importe, c'est surtout bah, qu'est-ce que vous en dites? Si je vous dis le mot émotion, quels sont les mots que vous pouvez associer? Et je vous invite à répondre dans le chat. Et puis, autre petite question complémentaire à laquelle je vous invite aussi à répondre, c'est ben, pour vous, finalement, bien gérer ces émotions, ça veut dire quoi? Peut-être pour vous aider un petit peu à vous projeter, vous rappeler quelques situations où sans doute que vous vivez sans doute avec vos enfants. J'imagine que le matin, pour partir à l'école. Il y a parfois des moments plus difficiles que d'autres, peut-être des crises à gérer au moment du départ, ou bien voilà, des surprises, des imprévus qui arrivent pile poil au moment où il faut vraiment partir, hein, sinon on va être à l'heure, en retard, pardon, pour aller à l'école. Ou si je pense aux enseignants en classe qui parfois voilà, font face à des élèves qui soit n'écoutent pas, manquent d'attention ou peut-être se braquent ou se découragent. Voilà, tout ça évidemment amène des émotions et donc je vous invite à partager. Du coup, si on pense à des situations comme ça, ben, bien gérer ces émotions, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez le mot émotion? Pour Vanessa, ressenti que ce soit corporel ou mental, et une bonne gestion que celles-ci ne prennent pas toute la place. Ouais, ok. Alors, un spectateur anonyme nous dit les émotions ni négatives ni positives, débordement possible et pas toujours adapté socialement, la question de la sensibilité face aux émotions d'autrui. Énergie en mouvement, nous dit Myriam. J'en vois quelques-uns là à côté de chat. Émotion égale besoin. Bien gérer égale savoir gérer notre besoin. Oser dire ce qu'on ressent sans agresser. On voit déjà qu'on a un public sensibilisé hein, à la question des émotions. Un état affectif, nous dit Cécile. Ouais. Réaction interne suite à un vécu ou une fatigue. Les émotions ne se gèrent pas, nous dit Myriam. Pour Claire, ce que l'on ressent face à une situation. Yes. Ok, bon, c'est riche tout ça déjà. N'hésitez pas à continuer à partager. Euh, Bien gérer, ne pas sentir de négatif. Ok. Alors, dans bien gérer ses émotions, en fait, je vais surtout partager avec vous là en introduction que bien gérer ses émotions, ben, ce n'est pas. Hein, c'est important de se dire qu'est-ce que c'est pas. Ben, c'est pas ne jamais se mettre en colère parce que qu'on le veuille ou non, ben, la colère, on le verra, reste une émotion que tout le monde ressent. Donc, c'est certainement pas jamais se mettre en colère, ou en tout cas jamais ressentir la colère. Bien gérer ses émotions, c'est pas forcément rester calme en tout temps, parce que bien sûr que notre réaction, et c'est important qu'elle soit proportionnelle par rapport à la gravité du comportement potentiel que l'enfant a adopté. Hein. Mais si on est toujours calme, eh bien, ce qui se passe pour l'enfant, c'est que lui, il risque de comprendre que tout va bien, puisque être calme peut dire tout va bien. Ça ne veut pas dire non plus, vous l'avez dit dans le chat, ça ne veut pas dire refouler ses émotions hein, ou garder le couvercle sur la marmite malgré les émotions qu'on vit, puisqu'on le verra, ça peut évidemment amener à quelques problèmes de santé si on a tendance à refouler hein, de manière constante, régulière, nos émotions désagréables. Et puis, bien gérer ses émotions, ça ne veut pas dire non plus changer ses idées hein, pour éviter de vivre ces émotions désagréables, puisque qu'on le veuille ou non, nous en vivons tous et toutes. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le mot émotion, ça nous vient du latin, qui veut dire émovere. Donc effectivement, ça a été mis dans le chat, dans vos réponses. Il y a cette idée que les émotions, c'est un mouvement vers l'extérieur. Donc les émotions, en fait, elles sont précieuses puisqu'elles nous permettent de nous mettre en mouvement, d'agir en quelque sorte. Donc une émotion, ça aussi, ça a été dit dans le chat, eh bien, c'est avant tout une réaction physiologique puisque les émotions, elles se produisent en nous, hein, au niveau de notre corps, j'y reviendrai aussi. Une réaction cognitive, puisqu'il y a des choses qui se passent dans notre tête, dans notre cerveau, j'y reviendrai aussi. Et puis, bien sûr, elles dépendent aussi de notre perception, parce qu'en fonction de ce que je pense de la situation ou de la croyance que j'ai, eh bien, ça va impliquer aussi
différentes émotions, différentes réactions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh bien, les émotions, elles vont nous motiver, elles vont nous permettre de nous mettre en action, mais elles peuvent aussi, hein, quand on est face à un danger ou qu'on ressent l'émotion de peur, par exemple, elles peuvent nous paralyser, hein, tout comme les animaux, hein, qui utilisent cette stratégie de se figer pour se protéger, pour pas être mangés par des prédateurs qui viendraient euh, les dévorer. Alors, du coup, ça nous montre qu'il y a un lien important entre ce que je me dis, ce que je pense, hein, ce que je ressens dans mon corps, et puis les comportements, hein, la façon dont j'agis, ce que je fais concrètement. Il y a plein de chercheurs, hein, qui sont pas forcément d'accord et qui disent que c'est d'abord la pensée qui amène l'émotion, d'autres qui disent non, c'est l'émotion qui amène la pensée. Voilà, il y a pas mal de contradictions par rapport à ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une interrelation, hein, entre notre système de pensée, ce qu'on ressent, nos émotions et notre façon d'agir. Alors évidemment, quand on était à l'époque euh, préhistorique, eh bien, nos émotions, c'était un système de danger qui était important. C'était un système de réponse qui se voulait rapide et automatique pour survivre, pour se protéger de tout prédateur. Or, aujourd'hui, évidemment, on a besoin encore d'avoir ce système d'alerte, c'est indispensable. Néanmoins, on n'en a pas besoin comme on en avait besoin à l'époque, hein, du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tout cas, pas autant. Et pourtant, notre cerveau, lui, hein, a gardé ce câblage, hein, de l'homme préhistorique, ce qui fait qu'on a plutôt tendance, nous encore aujourd'hui, hein, eh bien, à se focaliser sur les événements de danger, surtout sur les situations désagréables qui peuvent se produire, ce qu'on appelle le biais de négativité, hein, qui va plutôt amener notre attention et garder notre attention sur ce qui nous est désagréable. Alors, si je remonte un petit peu dans la génération qui est la mienne et peut-être aussi certainement la vôtre pour un certain nombre de personnes, euh, on avait cette fameuse représentation assez erronée que finalement, les émotions, il fallait les contrôler, les inhiber, les refuser, parce qu'elles étaient considérées un petit peu ben, comme les jolis parasites là qu'on voit sur mon diaporama, et que même pour être rationnel, croyait-on, hein, il fallait se couper des émotions. Et donc souvent, l'homme fort, hein, était vu même comme quelqu'un qui n'avait pas d'émotions. Or, ben, aujourd'hui, on sait bien que c'est impossible, que tout être vivant, en tout cas tout être humain plutôt, vit des émotions, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous rend vivants. À partir du moment où je vis des émotions, eh bien, c'est que je suis en vie, hein, et que je suis vivant, vivante. Donc, c'est évidemment un point important. Il y a des recherches d'ailleurs qui ont aussi démontré, hein, que les personnes qui sont, enfin, qui ont de moins bonnes capacités de régulation émotionnelle, eh bien, dans une situation de stress, vont avoir un taux de cortisol, hein, qu'on appelle aussi l'hormone du stress, qui va être beaucoup plus élevé et qui surtout va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Ça a des effets sur la santé, nos chères émotions, et pas des moindres. Il y a d'ailleurs des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui nous disaient que d'ici 2030, donc vous voyez, on est vraiment pas loin de 2030, les problèmes liés à nos émotions seraient une des premières causes liées à l'invalidité. Donc c'est quand même pas rien. Et les problèmes liés aux émotions, eh bien, ont des effets de plus en plus nuisibles, puisqu'on sait que vivre des émotions désagréables qui sont trop prolongées et trop intenses dans le temps ont clairement des effets délétères sur notre organisme. Donc ça peut potentiellement augmenter le cortisol. S'il est produit en trop grande quantité, ça peut affecter notre système immunitaire, ça peut générer des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes de dos. Ça peut accroître les risques cardiovasculaires. Bref, de joyeuses réjouissances qui nous rappellent évidemment que finalement, ben, prendre soin de nos émotions, c'est aussi et avant tout prendre soin de sa santé, bien sûr mentale, mais aussi physique. Et puis, bien sûr, les émotions amènent des effets sur nos relations, puisque en fonction de comment je gère mes émotions, ou en tout cas ce que j'en fais, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez
importantes sur nos relations, soit des conséquences évidemment liées à nos comportements qui risquent peut-être d'être agressifs, et donc on voit bien ce que ça peut générer sur nos relations, mais ça peut aussi amener du repli, de l'évitement, hein, qui suscite aussi du mal-être et qui peuvent, là encore, évidemment, affecter nos relations. Alors, comment tout ça fonctionne? Je voulais faire un petit focus sur ben, le cerveau et les émotions. Peut-être que certains d'entre vous savent un petit peu comment tout ça fonctionne, mais voilà, ça me semblait important quand même de se le rappeler. Comme vous le voyez sur le petit schéma qui s'affiche, hein, on a le système qu'on appelle reptilien, hein, que vous voyez en bas à gauche. Là, cette partie du cerveau, ben, elle est importante puisque c'est là où on a nos fonctions de base qui nous permettent de manger et de digérer, par exemple. Mais c'est là aussi où se trouvent nos fameux mécanismes de défense, hein, nos réflexes de défense, soit, et qu'on appelle aussi, oui, ces mécanismes de défense, donc soit fuir, euh, combattre, hein, se battre, ou bien se figer, hein, notamment par rapport à la paralysie dont je parlais tout à l'heure. Il faut aussi avoir en tête que l'agitation, hein, qui est signe de peur ou bien aussi parfois d'anxiété, c'est aussi un mécanisme qui finalement nous permet, nous fait éviter le fait d'être en contact avec les émotions en général plutôt désagréables. Ensuite, on a le système limbique qui lui est très important aussi, puisque dans ce système limbique, on le voit ici, peut-être vous le voyez au milieu, on a ce qu'on appelle l'amygdale, rien à voir avec notre amygdale ici, hein, c'est l'amygdale cérébrale, puisque c'est au niveau de l'amygdale que les émotions sont déclenchées. C'est un peu notre sentinelle, hein, qui va du coup, à partir du moment où elle perçoit un quelconque danger, eh bien, envoyer les informations à notre cortex préfrontal, qui est ici, dont je vais parler dans quelques instants, pour pouvoir justement répondre, agir par rapport à l'émotion qu'on est en train de vivre. Notre néocortex, hein, qui est quand même une partie assez importante de notre cerveau, toute la partie rouge ici, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir collaborer, de prendre soin des autres. Et puis, c'est aussi le siège du langage, donc qui est évidemment une partie tout aussi importante. Et puis, je vous le disais, on a cette fameuse partie ici devant, qui est le cortex préfrontal, euh, où siègent ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Je sais que parmi nous, on a pas mal de parents concernés notamment par les troubles neurodéveloppementaux tels que le TDAH. Et effectivement, dans le TDAH, hein, le défi principal, eh bien, c'est les fonctions exécutives qui se trouvent dans ce cortex préfrontal qui sont eh bien, affectées et qui fonctionnent en tout cas pas tout à fait comme il faudrait. Et c'est ce qui cause pas mal de défis et difficultés à nos chers loulous parce que ce cortex-là, c'est un peu comme nos freins. Donc, ce qui va nous permettre d'inhiber, hein, d'inhiber des réactions, d'inhiber des réponses. Ça gère aussi l'impulsivité. Et on sait bien que nos cocos vivant avec le TDAH ont particulièrement de difficultés avec l'impulsivité. Hein, ce fait de ne pas avoir de filtre, de ne pas prendre le temps de réfléchir avant d'agir, ben, quelque part, c'est entre guillemets normal, puisque le cortex préfrontal, leurs fonctions exécutives, hein, sont affectées. C'est aussi cette partie-là qui va nous permettre d'élaborer des stratégies, de prendre des décisions. C'est aussi cette partie-là qui nous permet de voir le lien entre eh bien, les causes et les effets, hein, notre capacité de réfléchir avant d'agir. Et puis, point également très important en lien évidemment avec notre thème de ce soir, c'est cette partie qui va nous aider à réguler nos émotions. Donc, en sachant tout ça, eh bien, plus finalement mon émotion elle est intense, moins je vais avoir accès à mon néocortex et à mon cortex préfrontal. Or, c'est cette partie-là ici, hein, qui amène la partie rationnelle, qui nous permet de revenir au calme, qui nous permet de réguler notre émotion. Mais plus mon émotion elle est intense, moins j'ai accès à cette partie. Hein, parfois, on prend l'image du cerveau dans la main, avec ici le cerveau reptilien, là le système limbique, et puis là le préfrontal, ici c'est le dos, et puis là le cortex préfrontal dont je parlais. Eh bien, quand on a une émotion trop intense, c'est un peu comme si le couvercle y sautait et que du coup, notre cortex préfrontal n'était plus en lien
hein, connectés à notre système limbique. Autrement dit, quand une personne vit une émotion intense, ça ne sert strictement à rien de chercher à discuter avec elle, à essayer d'avoir une discussion sensée, à revenir à une logique, puisqu'elle est dans un état physiologiquement et biologiquement pas capable de pouvoir justement prendre des décisions, être logique. Donc, la meilleure façon, eh bien, c'est tout simplement de ne rien faire, ou en tout cas certainement pas de chercher à argumenter ou de chercher à expliquer ou à chercher à raisonner, mais plutôt respirer un bon coup, j'y reviendrai après, hein, et puis pouvoir justement accompagner la personne à redescendre, à reconnecter, revenir au calme, pour une fois à froid, revenir sur ce qui s'est passé. Donc autrement dit, plus mon émotion elle est intense, ben, moins il y a de frein, moins je peux réfléchir avant d'agir, moins je peux réfléchir aux conséquences, et puis j'ai pas accès au langage, hein. Donc tout ça pour dire que, évidemment, notre cerveau, il se développe avec le temps, avec l'âge, hein. La maturité du cerveau, elle est atteinte à environ 25 ans. Ce qui fait que, évidemment, nos enfants et nos ados, eh bien, ils ne sont pas encore équipés pour pouvoir gérer, accueillir, vivre leurs émotions, comme nous le sommes en tant qu'adultes. Et en même temps, c'est des compétences qui s'apprennent, puisque même si on est équipé, entre guillemets, nous, en tant qu'adultes, avec notre cerveau, c'est pas pour autant qu'on sait forcément bien gérer nos fameuses émotions. Alors, il faut savoir aussi qu'une émotion, elle est très rapide, que le déclenchement, c'est 12 millièmes de seconde, comparativement à une information visuelle qui nous arrive donc au niveau des yeux et qui est traitée derrière la tête ici. Il faut savoir que eh bien, le déclenchement d'une émotion, c'est plus rapide que le traitement d'une information visuelle. Donc, c'est pour ça que, assez souvent, quand même, on ne voit pas trop venir ce qui se passe et que le couvercle saute parfois et souvent même un peu rapidement, en tout cas quand l'émotion vécue est très intense. Donc, en lien avec ce que je viens de dire, j'aime bien partager cette citation de Vincent Van Gogh qui nous dit que ces petites émotions sont les plus grands capitaines de nos vies et qu'à celles-là, nous obéissons sans le savoir. Alors, comment quelque part reprendre un petit peu, eh bien, la barre de nos émotions, reprendre la barre de nos comportements, choisir finalement nos comportements, nos attitudes, plutôt que de réagir et de subir ces fameuses émotions. Et donc, c'est ce que moi j'appelle cette fameuse conquête de la demi-seconde, hein. Quand on sent que quelque chose arrive, eh bien, l'important, ça va être de sentir que justement l'émotion intense arrive et d'éviter qu'elle nous surpasse, qu'elle nous submerge, au risque de regretter derrière nos réactions. Et je vous rassure, ça nous est tous et toutes arrivé sans aucun doute. Alors, j'en viens à du coup nos propres émotions de parents, quels sont les impacts sur nos enfants? Justement, quand on vit avec voilà, des enfants qui ont un bon tempérament, mais avec tout autre enfant aussi, évidemment, le risque, c'est de tomber dans ce schéma d'escalade où quand on donne une consigne ou quand on nomme un interdit, nos chers loulous, là, ils sont assez forts pour être dans le refus, l'argumentation, la négociation permanente, l'opposition. Je pense que ça devrait parler à pas mal d'entre vous. Et puis, parfois, nous, en tant que parents, surtout quand on n'a pas forcément développé nos compétences émotionnelles, eh bien, on a plutôt tendance à argumenter, à peut-être tomber dans les reproches, peut-être aussi les punitions, particulièrement dans les moments où on est stressé, où on est fatigué, où on revient de notre journée de travail, où on a vécu aussi des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles au cours de la journée. Que peut-être, voilà, on arrive, les chaussettes sont dans le couloir, qu'on a envie de rentrer et d'être au calme, on voit le bazar, on voit que ça crie, on voit que les devoirs sont pas faits. Et là, on tombe dans une pluie de reproches, de menaces, de cris, parfois malgré nous, parce que, voilà, la cocotte minute fait qu'à un moment donné, nous aussi, on a besoin de déverser, sauf qu'on déverse nos fameuses émotions, pas forcément de la bonne manière, et surtout vis-à-vis des enfants, voilà, qui parfois subissent aussi notre propre euh, 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 nos propres capacités émotionnelles qui nous font parfois défaut.
Et tout ça bah, amène une escalade hein, avec la colère de l'enfant, les crises, les violences, les menaces. Et puis parfois, ben, ça nous amène, nous, en tant que parents, soit à être encore plus violents, soit à tomber dans le compromis, soit finalement à démissionner, ou parfois même à se soumettre. Et là, je vous renvoie à la conférence qu'on avait faite dans le premier cycle dont Marianne parlait tout à l'heure sur l'autonomie, hein, où je parlais de posture parentale, serviteur, surencadrant, surprotecteur, parent dans la suradaptation, voilà, qui évidemment découle aussi parfois, souvent, hein, de ces mêmes schémas. Je vous rassure, je présenterai un schéma plus sympa tout à l'heure, puisque là, on rentre dans un cercle un peu vicieux, mais bien sûr qu'on peut sortir de ce schéma-là, et heureusement. Alors, il y a aussi une autre façon de présenter les choses, que ben, on peut être aussi nos parents à certains moments, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de nos expériences, de notre histoire, dans une certaine fragilité émotionnelle, en fonction de ce qu'on vit évidemment aussi dans notre journée. Et puis, ben, à un moment donné, si on a une fragilité émotionnelle, on est un peu plus facilement enclin à exploser. Et évidemment, quand on explose, eh bien, encore une fois, là, on peut être amené à dire des mots qu'on regrette, à avoir des gestes qu'on regrette. Euh, Dans la majorité des cas, hein, tous les parents, évidemment, souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Et donc, souvent, s'ensuit la culpabilité. On appuie joyeusement sur le bouton culpabilité. On regrette nos paroles, nos mots, qui parfois amènent, du coup, eh bien, une perte de confiance dans nos propres compétences parentales, qui, du coup, renforce cette fragilité émotionnelle. Et à nouveau, hein, on rentre dans ce cercle. J'aime bien aussi prendre l'image, un peu, j'ai ma petite gourde ici, hein, pour dire une jarre à émotions, comme disent les Québécois. On a tous une jarre à émotions, hein. Et puis, ben, les enfants aussi. Et puis, les enfants neuroatypiques, ils ont même des tasses, hein, et même des tasses d'espresso. C'est pour dire que leur jarre à émotions, hein, ben, elles sont encore plus petites que les nôtres. Et donc, bah, au cours du journée, ça se remplit, ça se remplit, ça remplit. Et puis, si je vide pas à un moment donné le trop-plein d'émotions, eh bien, bon, ça se déverse, hein. Et c'est là où on peut facilement rentrer dans les schémas d'escalade. Et comme je le dis, les enfants, la jarre, elle est souvent encore plus courte, plus petite. Et donc, il suffit que leur journée d'école aussi, elle soit un peu compliquée pour que le soir, quand ils arrivent à la maison, eh ben, pareil, là, ils aient besoin de déverser tout le trop-plein. Et puis, ben, qu'est-ce qui subit tout ça, eh bien, c'est nous, chers parents, et évidemment, pas facile d'accueillir tout ça. Et puis, tout ça peut aussi amener à des situations, malheureusement, d'épuisement parental, puisque à force de faire face à une certaine fatigue, un certain stress, eh bien, on peut avoir des réactions, des interventions aussi auprès des enfants qui sont moins efficaces, qui sont moins adaptées, qui vont du coup augmenter les crises, la négociation et l'opposition de nos chers loulous, qui vont du coup engendrer à nouveau des comportements difficiles, qui vont à nouveau augmenter notre stress. Et là, à nouveau aussi, hein, on rentre dans une spirale un peu infernale dont heureusement, encore une fois, on peut sortir si tant est, évidemment, qu'on soit accompagné et qu'on ait les bonnes ressources pour y faire face. Jen Nielsen nous dit: les enfants font mieux lorsqu'ils se sentent mieux, et nous aussi. Hein, c'est la fameuse image du masque à oxygène que j'avais aussi partagée lors de la conférence sur l'autonomie, où bah, pour prendre soin de nos enfants, c'est indispensable qu'on prenne soin de nous. Alors bien sûr qu'il y a des situations familiales où c'est pas si simple. Néanmoins, c'est important, si minime soit le temps qu'on s'accorde pour ça, de le faire un peu chaque jour. Parce que pour prendre soin des émotions de nos enfants, eh ben, c'est indispensable de prendre soin aussi de nos propres émotions. Ça me rappelle aussi encore une fois la balance que j'avais présentée lors de cette conférence, cette fameuse balance entre nos ressources et nos stresseurs, et que ben, si nos stresseurs ils pèsent trop dans la balance, eh bien, j'ai un déséquilibre qui peut m'amener dans une situation de mal-être et qui peut me conduire hein, jusqu'à la situation d'épuisement. En revanche, si j'ai suffisamment de ressources, que j'en ai conscience, que je les utilise, eh bien, je peux à ce moment-là rééquilibrer et faire en sorte que eh bien, je sois en situation d'épanouissement, de bien-être, parce que j'arrive justement à doser cet équilibrage-là.
Autre métaphore que j'aime bien aussi utiliser, que vous pouvez d'ailleurs peut-être utiliser avec vos enfants dans les prochains jours, qui nous vient de Nancy Doyon, québécoise. Elle parle du sac à épicerie et du sac à ordures. Elle nous rappelle que, eh bien, dans la journée, qu'on le veuille ou non, on vit des émotions. On vit des émotions agréables et des émotions désagréables. Eh bien, notre sac à ordures, c'est un peu toutes nos émotions désagréables qu'on va vivre au cours de la journée. Et notre sac à épicerie, ça va être, à contrario, toutes les émotions agréables qu'on va vivre dans la journée. Donc, quand on vit des émotions agréables, ben, on remplit notre sac à épicerie. Et puis, ben, quand on vit des émotions désagréables, on va plutôt remplir notre sac à ordures. Et puis, ben, si notre sac à ordures, il pèse plus lourd que notre sac à épicerie, ben, là aussi, ça risque d'être un petit peu compliqué le soir à la maison. D'où l'important, pour les enfants, mais comme pour les parents, eh bien, de vider le sac à ordures régulièrement pour pouvoir bénéficier davantage des fruits qu'on va collecter au fur et à mesure de notre journée dans notre sac à épicerie. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans notre sac à épicerie? Ben, ça peut être une fierté, ça peut être j'ai entendu le chant d'un oiseau, ça peut être j'ai passé un moment sympa avec mon enfant, on a bien rigolé tous les deux sur le chemin de l'école, ça peut être aussi des satisfactions qu'on a eues au travail, ça peut être des bonnes nouvelles d'un ami ou d'un proche de la famille, bref, beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce sac à épicerie. Et puis le sac à ordures, bah, ça peut être pour les enfants un mot blessant qu'ils ont reçu, ça peut être un refus, ça peut être une frustration, ça peut être une déception par rapport à des camarades, par rapport à l'enseignant, l'enseignante. Et donc, bah, voilà, si le sac à ordures il n'est pas déversé quand ils arrivent le soir à la maison, eh bien c'est là où on peut rentrer dans le schéma d'escalade parce qu'ils vont partir au quart de tour, parce que, encore une fois, on se rappelle que nos chers loulous, tout n'est pas construit au niveau du cerveau, qui sont en construction et qu'ils ne sont pas encore outillés pour pouvoir réguler les émotions de manière optimale. Donc ça, c'est une image que vous pouvez présenter à vos enfants, qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup parlé. Pour prendre l'image, voilà. Vous prenez un sac à ordures, un sac à épicerie, on en a tous à la maison, et puis vous montrez et vous discutez tout ça avec vos enfants. Vous verrez, ça sera, je pense, un échange assez intéressant. Alors, du coup, comment est-ce qu'on développe nos fameuses compétences émotionnelles et puis surtout celles de nos jeunes? Alors, on se rappelle que, comme disait Marie-Annick tout à l'heure, on est en France dans un tournant quand même assez révolutionnaire, il faut se le dire, où nous mettons quand même, évidemment, aujourd'hui et heureusement, les fameuses compétences psychosociales à l'honneur, que ce soit dans le milieu du travail, mais aussi dans le milieu de l'éducation, puisque à partir de 2025, officiellement, les compétences psychosociales seront au programme de l'éducation nationale, tout comme les maths et le français, et vaudront, seront en tout cas au même niveau que les maths et le français. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, vous voyez, c'est la boussole aussi que j'avais présentée lors de la conférence, où dans les familles des compétences psychosociales, eh bien, on retrouve une famille à part entière dédiée aux compétences émotionnelles. Donc c'est dire l'importance de ces fameuses compétences pour notre épanouissement, notre bien-être et aussi notre réussite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétences émotionnelles? En fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de chercheurs, mais un quand même qui a changé vraiment la donne, c'est Daniel Goleman, qui en 1995 a créé ce qu'il a appelé le concept de quotient émotionnel, à l'instar du quotient intellectuel. Pour Daniel Goleman, ce quotient émotionnel, c'est la capacité à reconnaître et à réguler ses propres émotions et celles des autres. La force de Daniel Goleman, c'est qu'il a su utiliser des travaux de plusieurs chercheurs, notamment deux chercheurs qui s'appelaient John Mayer et Peter Salovey. Donc, Daniel Goleman n'a rien inventé entre guillemets, mais par contre, il a eu l'intelligence de prendre des travaux fort intéressants et de pouvoir les vulgariser et les rendre accessibles. Un ouvrage qu'il a appelé l'intelligence émotionnelle. Et donc, Daniel Goleman a défini l'intelligence émotionnelle comme pouvant se développer avec 5 compétences émotionnelles que vous voyez s'afficher maintenant. Identifier, exprimer, comprendre, réguler et utiliser. Alors, on va maintenant décortiquer un petit peu ces compétences-là
une à une pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il y a derrière et puis surtout avoir quelques billes, quelques outils pour évidemment développer ces 5 compétences. Alors, si on commence par identifier. Identifier, ça passe déjà par ressentir dans le corps les émotions qu'on ressent. Je vous le disais au début de conférence, hein, les générations précédentes se coupaient des émotions et on n'a pas appris finalement à être très à l'écoute de notre corps, voire même pas du tout, hein, dans certains contextes. Et on n'a certainement pas appris à être à l'écoute des émotions qu'on ressent dans notre corps. Or, les émotions, elles sont déclenchées, on l'a vu, dans le cerveau, mais elles sont aussi ressenties, elles s'expriment à travers notre corps. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont étudié ces fameuses émotions et surtout comment elles se manifestaient dans le corps. Elles se continuent encore cette étude-là, mais les premières années d'études, ils avaient focalisé sur la Finlande, le Danemark et Taïwan. Donc, dans des cultures vraiment très différentes. Et ce qui était ressorti, c'était que peu importe les cultures et les pays, mais les émotions étaient ressenties par les personnes au même endroit. Et donc, à partir de là, ils ont réussi à faire cette fameuse cartographie des émotions. Et donc là, si on se faut, alors on ne va pas toutes les parcourir, mais si on regarde par exemple la colère, on voit que la colère, c'est vraiment au niveau du haut du corps qu'elle est plutôt concentrée, qu'on la ressent. Et c'est vrai que si on y pense, hein, c'est souvent au niveau des poings, au niveau de la poitrine, c'est concentré plutôt effectivement dans le haut du corps. Si on prend la tristesse, que je trouve aussi assez intéressante, on voit que le corps est plutôt froid, sauf au niveau de la poitrine, du cœur et un peu du visage, où là, on a de la chaleur. Alors que si on prend la dépression, qui n'est pas vraiment une émotion en soi d'ailleurs, enfin, on pourrait en discuter, mais on voit bien que la dépression, le corps est complètement froid. C'est là où, effectivement, quand on est dans un état dépressif, on ne ressent plus nos émotions parce que justement, on s'est coupé et on se coupe de nos émotions. Et donc, contrairement à la tristesse, où on va quand même ressentir de la chaleur au niveau notamment de la poitrine, eh bien, une personne en état de dépression, on le voit, hein, ne ressent même plus cette chaleur parce qu'elle est trop coupée de ses émotions. Donc, si je veux apprendre et développer mes compétences émotionnelles, bah, la première compétence à développer, c'est d'être à l'écoute de ses sensations corporelles. Et quand on ne l'a pas appris depuis qu'on est petit, eh bien, en tant qu'adulte, c'est pas si simple. En tout cas, ça demande évidemment de l'entraînement, hein, que de pouvoir se concentrer sur ce qu'on ressent dans le corps. Exprimer, hein, c'est la deuxième compétence émotionnelle. Eh bien, une fois que j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose dans mon corps, que je suis en capacité de voir l'endroit du corps où je ressens telle ou telle émotion, déjà, ça me donne un indice quand même, hein, par rapport à la carte. Et puis, si je suis vraiment à l'écoute au fur et à mesure de mon expérience, je vais capter que, tiens, il se passe quelque chose dans mon ventre. Ah, ça, c'est peut-être la peur ou l'anxiété. Ah, je sens que mes poings se crispent. Ah, bah, peut-être que là, c'est de la colère. Hein, on peut déjà, ça nous donne déjà des indices. Une fois que j'ai identifié qu'une émotion me traverse, eh bien, le challenge, ça va être de pouvoir l'exprimer. Alors, comment fait-on pour ça? Ben, imaginons que vous êtes dans un supermarché avec votre fils ou votre fille, et puis je pense que nous avons tous et toutes vécu ce moment formidable et agréable. Notre cher Loulou, hein, nous pique une crise dans le supermarché. À votre avis, ben, quelle est l'émotion que ce petit garçon vit et surtout, quelle peut être l'émotion du parent à ce moment-là? Je vous laisse partager dans le chat ce que vous en dites. Quelle émotion traverse l'enfant et quelle émotion traverse le parent? Frustration, nous dit Sabrina. La colère, frustration, colère. Tristesse, j'ai vu. Désarroi, déception. Et qu'en est-il pour le parent? Incompréhension, honte, épuisement. Parent, colère et honte. Impuissance, de la gêne, ouais, de la gêne pour le parent, démuni, colère, ras-le-bol, ouais. On voit que c'est une situation pas simple à gérer. Et ben, c'est ce genre de moment, hein, où, eh ben, en tant que parent, la conquête de la demi-seconde, elle va être importante, hein, dont je parlais tout à l'heure.
Et puis, ce qui va être important, c'est de se rappeler aussi dans ces moments-là, nous, en tant que parents, que notre enfant, il est en construction, que peut-être je suis au supermarché en fin de journée, que mon petit loulou, il a eu sa journée, que sa tasse à émotion, sa gourde à émotion, sa jarre à émotion, bah, hop, là, ça déborde, ça déborde, ça déborde, et qu'il n'est plus en capacité de gérer ses émotions, et que du coup, bah, ça amène ce genre de situation. Et puis, on pense au Terrible two, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est l'âge aussi où les enfants n'ont pas encore appris à exprimer avec des mots ce qu'ils ressentent. Et ça fait partie des compétences émotionnelles que de pouvoir justement apprendre du vocabulaire pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études aussi qui ont montré que certains adultes, certains jeunes faisant preuve d'agressivité ou de violence, eh bien, font preuve d'agressivité et de violence parce que ils n'ont pas développé leurs compétences émotionnelles. Et le fait de ne pas être en capacité de pouvoir nommer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, eh bien, génère de l'agressivité et de la violence. Donc, développer les compétences émotionnelles, et notamment la compétence d'exprimer les émotions, est bien évidemment fondamentale pour la vie future de nos chers enfants. Alors, du coup, c'est important de se poser la question, nous, en tant que parents, comment je me sens? C'est quoi ma météo intérieure? Ça va être le point de départ. Et puis, de pouvoir aussi connaître du vocabulaire. Et donc, c'est là où on a notre cher chercheur qui s'appelle Paul Ekman, qui lui a défini les fameuses émotions de base, que en général, quand même, maintenant, tout le monde connaît, qui sont beaucoup appris maintenant aussi à l'école primaire, et heureusement. Et donc, on les voit apparaître ici. Donc, à gauche, c'est plutôt la colère. Je vous laisse deviner avec moi peut-être si vous avez envie de jouer le jeu. Ensuite, on a la peur. Ensuite, on a le dégoût. On a la surprise. On a la joie et on a la tristesse. Donc ça, c'est les émotions de base telles que définies par Paul Ekman, c'est-à-dire que peu importe là aussi la culture, le pays, il a analysé tous les microfaciès du visage et même dans les pays asiatiques, c'est des microfaciès, évidemment l'expression est beaucoup plus fine dans ces pays-là que chez nous, mais n'empêche que c'est les mêmes microfaciès qui s'activent. Donc il a pu du coup définir ces 6 émotions de base qu'on retrouve ici. Alors, le challenge, c'est important de connaître ces 6 émotions de base. Si vous regardez le dessin animé vice-versa, en général, voilà, on les connaît aussi et c'est un super dessin animé d'ailleurs pour apprendre ça avec les enfants. Après, c'est important de pouvoir enrichir son vocabulaire, de développer ce qu'on appelle une grammaire émotionnelle et de pouvoir utiliser d'autres mots. Donc là, petit jeu, je vous invite à partager dans le chat des émotions qui vous viennent en tête sur base des 6 émotions de base ici, mais sans nommer celle-là. Sinon, ce serait trop facile. Donc, petit défi pour vous. C'est parti pour 1 ou 2 minutes. Je vous laisse partager et on va voir combien de mots on a, si vous arrivez facilement ou pas à dégainer d'autres mots. Agacement, rage, déception, amour, bonheur, peine, gaieté, agacé, frustré, honte, désespoir, frayeur, frayeur qui revient, joyeux, heureux, frustration, content, étonné, la jalousie, qui est une émotion complexe d'ailleurs, l'exaspération, ravi. Bon, bravo, vous dégainez rapidement. Et souvent, quand on fait cette activité, eh bien, on est un peu dépourvu, on se rend compte on est un petit peu en manque parfois de vocabulaire. Or, plus je vais développer du vocabulaire émotionnel, plus je vais pouvoir nommer de façon la plus juste possible ce que je ressens. Et donc, c'est pas toujours si simple. Donc, il existe des listes qu'on peut trouver maintenant sur Internet. Vous avez aussi plein d'outils, je vais vous montrer quelques exemples juste après, pour justement enrichir notre vocabulaire émotionnel et bien sûr ceux de nos enfants. Mais plus je vais avoir de vocabulaire, plus je serai à même de pouvoir exprimer, encore une fois, de manière juste, ce que je ressens. Donc là, vous en avez un échantillon, si vous voulez enrichir un petit peu tout ça.
tout cas, bravo, parce que voilà, il y a d'autres interventions, d'autres ateliers, d'autres formations où je n'ai pas autant de partage. Donc, bravo à vous. Ça veut dire que vous avez déjà quand même de bonnes compétences émotionnelles. Alors, quand on parle d'exprimer ses émotions, eh bien, le point important, c'est aussi de parler en jeu. Donc là aussi, dans notre société, dans notre éducation, c'est pas forcément toujours ce qu'on a appris. Mais donc, du coup, parler en jeu va être important, en tout cas quand on parle des émotions, parce que les émotions, c'est personnel, elles nous appartiennent. Il n'y a personne d'ailleurs qui peut nous dire, mais non, tu ressens pas ça, puisqu'il n'y a que nous qui sommes en capacité de savoir ce qu'on ressent, d'où l'importance de l'exprimer en jeu, hein, et en disant, je me sens, hein, plutôt que le fameux tu qui tue. Et moi, j'adore cette image que je vous ai mis ici parce que ça me rappelle un proverbe africain qui dit que quand tu dis le tu qui tue, hein, quand tu pointes du doigt quelqu'un, eh bien n'oublie pas que trois autres de tes doigts sont tournés vers toi. Voilà, je trouve que c'est très parlant. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé à justement me dire non, non, on pointe, on ne pointe pas du doigt, on ne dit pas le fameux tu qui tue, mais je parle en je me sens. Je me sens en colère, je me sens frustrée, je me sens triste, je me sens ravie, je me sens agacée. Voilà, ça c'est hyper important. Quand l'enfant est en apprentissage, en train d'apprendre pour nos petits qui n'ont pas encore le langage, hein, eh bien, on peut les aider à nommer leurs émotions. Je vois que tu sembles ressentir de la colère. J'ai l'impression que tu es triste. Voilà, pour aussi enrichir leur vocabulaire. Alors, pour travailler tout ça, aujourd'hui, il en sort tous les jours. Vous avez des livres, vous avez des jeux, des cartes, voilà, des outils vraiment formidables pour travailler tout ça avec vos enfants. Donc, si vous tapez livre sur les émotions ou carte des émotions, vous allez vraiment facilement trouver tout ça sur la toile. En voilà quelques exemples, mais c'est loin évidemment d'être exhaustif. Alors, passons maintenant à la compétence comprendre. Une émotion, elle nous dit quelque chose. Si je prends un autre exemple, hein, on voit là ce petit enfant qui semble là aussi vivre une certaine émotion. À votre avis, quelle est l'émotion que cet enfant est en train de vivre et qu'est-ce qu'il peut être en train de croire ou de se dire, même si à cet âge-là, évidemment, les enfants, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe dans leur tête, mais on peut quand même imaginer ce qui se passe. Vanessa nous dit la jalousie. Gwendoline, tristesse et jalousie. Tristesse et jalousie. Triste parce que jaloux. Ouais, isolement, mise à l'écart. On ne m'aime plus. Ouais, de la tristesse. L'abandon. Ouais, effectivement. Hein. On voit délaissé. On voit que la maman a un petit frère ou une petite sœur. Hein. Maman m'a remplacé. Ouais. Et eh bien, avant, hein, l'enfant qui est tout devant avait très certainement toute l'attention hein, de sa maman. Et puis, un petit frère et une petite sœur est arrivé, et bien sûr, ben, l'attention n'est plus la même, ce qui est normal, puisque maman doit aussi s'occuper du petit frère ou de la petite sœur. N'empêche que, eh bien, l'enfant, hein, le premier, ça ne va pas l'empêcher de vivre hein, les émotions que vous avez effectivement nommées. Oui, c'est marrant les interprétations par rapport à l'image derrière, nous dit Myriam. Tout à fait. Euh, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme comportement? À votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Hein, souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu le triptyque, hein, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais. À votre avis, en ayant partagé ses émotions et ce qu'il peut penser, eh ben, quel pourrait être son comportement? Mélanie nous propose s'isoler, le repli. Ouais. Donna, attirer l'attention avec euh, des bêtises, vouloir attirer l'attention, pleurer pour attirer l'attention, faire une bêtise. Ouais. Donc on voit là déjà qu'il y a différentes façons de réagir, faire mal au petit frère, ouais, faire preuve de violence, faire une colère. Donc on voit bien que se rouler par terre, ouais, tout à fait. Hein. Et là, ça renvoie au fameux mécanisme de défense, vous savez, qui était dans le cerveau reptilien. Hein.
Et là, l'émotion est particulièrement intense pour ce petit. Et donc là, va s'enclencher les fameux mécanismes de défense au niveau du cerveau reptilien, soit la fuite, le repli, soit le fait de combattre, hein, le fight, comme on dit en anglais, donc se rouler par terre, taper peut-être le petit frère ou le bousculer, ou sinon, le fait de se figer, hein, ou de fuir, qui va être plutôt dans le repli, la tristesse, s'isoler, hein. Donc on voit bien que en fonction du mécanisme de défense qui va s'activer, l'attitude, le comportement de l'enfant peut être évidemment différent. Et quel peut être le comportement de la maman si l'enfant se roule par terre, se jette par terre, ou va pleurer, ou va s'isoler, hein. On peut imaginer encore évidemment différentes réactions. Mais si on a conscience que finalement, derrière tout comportement, il y a des croyances et des besoins plus ou moins satisfaits, ça peut nous aider aussi là à relativiser, respirer, hein, et puis mieux accompagner finalement nos loulous. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout comportement d'enfant a une raison d'être. Tout comportement d'adulte aussi, d'ailleurs, hein. Nos enfants, ils cherchent pas à nous embêter. Ils cherchent pas à appuyer, même si on a tendance à le croire, hein. Ils sont forts pour appuyer sur le bouton déclencheur, mais en réalité, ils le font pas exprès. C'est pas du tout conscient, c'est pas du tout volontaire. Il n'y a aucune intention dans ce sens de la part d'un enfant. Ce qu'il y a en revanche derrière un comportement de dévalorisation, d'isolement, d'opposition, de colère, de cris, d'insultes, d'excitation, de violence, ce sont des croyances qui amènent ce type de comportement et ou des besoins satisfaits et dans le cas de comportements difficiles, évidemment, insatisfaits. Donc, soit ça va être un besoin de réconfort, un besoin d'autonomie, un besoin d'attention, je ne l'ai pas mis d'ailleurs ici, un besoin d'affection. Ça peut être aussi tout simplement les besoins physiologiques, hein, pas assez de sommeil, pas assez d'exercice physique, hein. Je pense aussi à nos loulous là, qui peuvent être parfois agités et hyperactifs, hein, qui ont vraiment besoin de se dépenser. Hein, s'ils n'ont pas eu le temps de euh, vider leur sac à ordures ou de dépenser leur gaz d'avion, ça peut amener là aussi, hein, des comportements d'opposition, de provocation, etc., d'excitation débordante, hein, qu'on a du mal à gérer si ces besoins-là ne sont pas satisfaits. Donc ça, c'est une image vraiment que je vous invite à garder en tête, qui aide quand même parfois, beaucoup, à pouvoir se rappeler que l'enfant ne le fait pas exprès. euh, et que si, en tout cas, on veut, nous, en tant que parents, changer un comportement récurrent de la part de l'enfant, la meilleure façon de le faire, c'est pas forcément d'agir sur le comportement en lui-même, mais c'est d'aller agir plutôt sur le besoin et la croyance. C'est ça qui va faire changer à long terme, hein, le comportement de l'enfant en question. Alors, comprendre les émotions, c'est aussi comprendre la fonction qu'elles ont, puisque derrière chaque émotion, hein, ça a été dit aussi tout à l'heure dans le chat, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc, derrière l'émotion de peur, par exemple, on va retrouver le besoin de protection. Derrière le besoin de tristesse, on va retrouver le besoin de réconfort. Derrière le besoin de la colère, un peu plus difficile parfois à identifier, mais il y a notamment, hein, le besoin de changement. Et dans la joie, c'est plutôt le besoin de partage. Donc, chaque émotion a une fonction, elle cache un besoin derrière. Donc, lorsque l'enfant vit une émotion intense, euh, ou moins, ou pas forcément intense d'ailleurs non plus, hein, c'est important d'avoir ce réflexe de dire, OK, quel est le besoin derrière et comment moi je peux plus ou moins nourrir ce besoin-là, ou en tout cas l'accompagner pour que lui-même, hein, soit en capacité, on pense à l'autonomie, de pouvoir nourrir ce besoin euh, qui, a- qui, qui, qui émerge. Alors, il y a aussi pas mal d'outils là qui existent sur la toile. En voilà un que vous retrouvez sur le site Apprendre à éduquer, que je trouve vraiment intéressant
parce qu'il fait le lien entre les émotions. Alors là, vous voyez, on ne retrouve pas toutes les émotions de Paul Ekman. Notamment, il n'y a pas la surprise, mais il y a la honte, voilà, qui est sur cette roue des émotions. Mais on voit les causes. Donc ça, je trouve ça intéressant, voilà, en fonction de ce qui est vécu, de pouvoir aussi repérer les causes, les déclencheurs. On retrouve aussi les sensations. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant pour faire le lien avec les sensations corporelles dont je parlais tout à l'heure, qui est la première compétence à apprendre. Et puis les besoins derrière chaque émotion. Donc ça, je trouve que c'est un bon repère. Donc je vous invite à aller sur le site pour trouver cette petite roue qui pourra peut-être vous aider, en tout cas en lien avec tout ce qu'on vient de voir maintenant. Ensuite, réguler les compétences émotionnelles. Et un point aussi important que j'amène ici, c'est que, évidemment, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on développe ces compétences émotionnelles, hein, c'est pas anodin, et que pour les petits, entre 0 et 4 ans, eh bien, là où, entre guillemets, il faut mettre le paquet, c'est sur les deux premières compétences, c'est-à-dire identifier et exprimer. Comprendre, avant, j'ai envie de dire 7 ans, c'est un peu plus difficile parce que les enfants ne peuvent pas se mettre en métacognition ou en tout cas faire un pas de côté sur leur pensée avant 7 ans. Donc l'aspect de comprendre est un peu plus compliqué évidemment pour eux. Mais voilà, c'est en tout cas ce qui est important de travailler pour les petits, c'est identifier et exprimer. Alors, réguler, ben, évidemment, si on ne régule pas nos émotions et que notre jarre déborde ou que notre sac à ordures, on ne l'a pas vidé, hein, eh ben, on risque d'être en surréaction et parfois, hein, on peut arriver à des extrêmes comme ces deux images-là. J'espère que c'est en tout cas pas votre cas. Mais en tout cas, le but de développer les compétences émotionnelles, bien sûr, c'est d'éviter d'en arriver jusque-là. Alors du coup, pour éviter d'en arriver jusque-là, euh, eh bien, que faites-vous pour réguler vos émotions? Petit moment de partage à nouveau dans le chat. Je fais du sport ou je m'isole, s'isoler, cohérence cardiaque, respiration, courir, danser, en parler, euh, crier, respirer, quelques secondes d'arrêt avant de réagir, souffler, prendre l'air, courir, ok. Malheureusement, c'est aussi déverser sur le mari et les enfants. Oui, bien sûr, Donna, ça peut arriver. Pleurer, ouais, ça fait du bien de pleurer. Important de s'autoriser à pleurer, tellement important de s'autoriser à pleurer. Amour et bienveillance. Je les traverse de mieux en mieux, car les émotions sont passagères. Oui, hyper important. Une douche, réfléchir aux conséquences. Ça, c'est un point important. Une émotion, effectivement, c'est rapide, hein. C'est toujours passager. Ça ne dure jamais très longtemps. En tout cas, ça se veut fugace, mais parfois tellement intense que ça peut évidemment être très désagréable et que on va chercher à éviter de s'y frotter parce que désagréable, mais j'y reviendrai après. Ok, donc pas mal de choses que vous faites déjà pour réguler vos émotions, et ça c'est évidemment un point important, hein, pour vider notre sac à ordures, mais surtout aussi pour remplir notre sac à épicerie, hein, de se ressourcer, de se faire du bien. Donc évidemment, en fonction de notre situation familiale, on peut prendre plus ou moins de temps pour nous. Néanmoins, c'est précieux et indispensable de le faire, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mais en tout cas, chaque jour, d'avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, se faire du bien, c'est indispensable. Sinon, hein, on a la balance de ressources-stresseurs qui se déséquilibre, hein, et c'est là où on est à risque, évidemment, d'épuisement. Alors, quand on parle de régulation émotionnelle, en fait, il y a deux pièges principaux dans lesquels on a tendance parfois à tomber. Le premier, eh bien, c'est ces fameuses ruminations. Vous savez, comme le hamster là, qui tourne en boucle dans sa roue, ou bien comme la machine à laver, hein, qui ne cesse de tourner, hein, c'est les pensées qu'on va avoir et qui tournent en boucle dans notre tête. Donc, si par exemple, eh bien, j'ai eu le matin un départ difficile à l'école, que c'était la crise, que je me suis fâchée, que j'ai eu un geste que j'ai regretté, une parole que j'ai regrettée, que je laisse mon enfant devant la porte de l'école à moitié en pleurs, eh bien,
je peux retourner au travail en me disant, oh là là, j'ai encore mal réagi, je suis un mauvais parent, je le regrette, oh là là, il va passer une mauvaise journée, c'est de ma faute, ah mais qu'est-ce que je vais faire? Ah non mais c'est terrible, hein? Et puis on peut parfois rester sur cette pensée toute la journée, hein, qui tourne en boucle, hein, c'est ce qu'on appelle les ruminations. Alors bien sûr, ces ruminations, elles sont très mauvaises pour notre santé. Et donc, c'est important de pouvoir repérer ces pensées. C'est là aussi, c'est tout un travail, hein, qu'on peut mener, évidemment. Il y a plein d'outils pour ça, et heureusement, hein. Mais c'est important de les repérer pour tout simplement les stopper. Donc, ce qui peut aider, par exemple, c'est quand on a une pensée qui tourne en boucle là, dans notre tête, c'est un peu d'imaginer que c'est comme une machine à laver, et puis on décide d'appuyer sur le bouton stop, hein. Stop, c'est bon, j'ai compris, allez, c'est mauvais pour ma santé, et je passe à autre chose. En tout cas, j'essaye. Mais ces ruminations, eh bien, qui tournent en boucle dans notre tête, impactent notre santé mentale, nous amènent dans un biais de négativité plus, qui du coup, à chaque fois que je rumine, hein, je remplis mon sac à ordures et non pas mon sac à épicerie, hein. Donc ça, c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber, nous évitant de prendre soin de nous et impactant notre, euh, notre bien-être. Deuxième piège, c'est ce qu'on appelle l'évitement. L'évitement, ça va être les stratégies qu'on va avoir pour finalement faire en sorte de surtout pas vivre l'émotion désagréable, parce que par définition, une émotion désagréable est désagréable et qu'on n'a pas envie de la vivre. Et donc, pour éviter de la vivre, eh bien, parfois, on peut avoir des stratégies pas forcément bonnes pour notre santé, aller fumer une cigarette, boire un verre, déverser nos ruminations ou bien nos émotions désagréables en étant agressif avec les autres, ou bien se replier, hein, et puis encore une fois là, on est à risque de ruminer. Donc les stratégies d'évitement, finalement, c'est très lié à nos compétences émotionnelles et c'est souvent parce qu'on n'est pas suffisamment en capacité de réguler nos émotions, en tout cas avec des stratégies adaptées et saines pour notre santé. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir petit à petit, évidemment, petit à petit, hein, mettre en place de nouvelles stratégies qui vont être meilleures pour notre santé. Alors, plutôt que de ruminer ou d'être dans l'évitement, hein, eh bien, on invite plutôt à apprivoiser nos émotions comme le petit prince apprivoise le renard. Petit clin d'œil à l'association Les Saint-Exupériens, hein. Marianique nous a expliqué d'où vient ce nom. Mais voilà, moi, ça me fait penser évidemment au Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, comme le Petit Prince a apprivoisé le renard, l'idée, c'est de pouvoir apprendre, et ça s'apprend, hein, à apprivoiser nos émotions, quelles qu'elles soient, agréables comme désagréables, parce que, qu'on le veuille ou non, les émotions font partie de la vie, et dans notre quotidien, on en vit des agréables et des désagréables. C'est la vie. Alors, finalement, pour venir à ma question de départ de qu'est-ce que c'est que bien gérer ses émotions, une personne qui gère bien ses émotions, c'est une personne qui va accepter de se laisser atteindre par ses émotions, hein. J'aime beaucoup ce petit schéma, ce petit dessin là que vous voyez à l'écran, parce qu'on voit bien, eh bien, le petit bonhomme qui veut surtout pas se frotter, hein, aux émotions désagréables, contrairement à celui qui finalement les apprivoise et l'accepte. Donc, une personne qui gère bien ses émotions, c'est une personne qui accepte de se laisser atteindre par ses émotions plutôt que de fuir. Elle accepte d'en avoir, comme je le disais avant, la vie, elle est faite de haut et de bas, qu'on le veuille ou non, d'émotions agréables et désagréables à vivre. Une personne qui gère bien ses émotions, bien c'est une personne qui va aussi laisser le temps de vivre cette émotion et de la digérer, de rester finalement en contact avec l'émotion au niveau du corps et au niveau du cœur, plutôt que de l'intellectualiser. En fait, dès qu'on intellectualise nos émotions, en tout cas si on le fait trop vite, hein, eh bien c'est là où quelque part on est dans une forme d'évitement. Évidemment qu'à un moment donné, on a besoin de passer par l'intellectualisation pour nommer ne serait-ce que l'émotion par un mot, hein. Mais si on ne prend pas le temps d'abord de la ressentir dans le corps et de la vivre dans notre corps et dans notre cœur, eh bien, on zappe des étapes qui sont vraiment importantes.
Donc, bien gérer ses émotions, c'est vraiment surtout pas ne chercher à les fuir ou se morfondre dedans, mais c'est quelque part les accueillir, prendre soin de ses émotions, quelles qu'elles soient. Et nous, en tant que parents, ben, on est des modèles, hein. Donc, plus je vais prendre soin de mes émotions, et bien plus je vais apprendre à mes enfants à prendre soin des leurs, puisqu'on se souvient que les enfants apprennent par imitation et qu'ils apprennent surtout par rapport à ce que le parent fait et beaucoup plus que par rapport à ce que le parent dit. Quand on apprivoise nos émotions, ben, c'est aussi le fait de se demander pourquoi j'ai été en colère, hein, de chercher la raison qui m'a amené à la colère et d'essayer de voir ben, quelles leçons aussi je peux moi en tirer. Et puis c'est laisser finalement l'émotion nous traverser parce qu'effectivement elle est courte et elle finit toujours par passer à un moment donné ou à un autre. Donc tout ça, ça s'apprivoise, ça prend du temps, ça s'apprend, hein, de passer du temps avec nos émotions, de pouvoir accepter de passer du temps, d'accepter qu'elles nous traversent. C'est évidemment un point qui est essentiel, mais qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, qui demande un vrai entraînement. Accepter ces émotions, c'est aussi finalement changer évidemment notre relation avec nos émotions et celles des autres. On se souvient avec nos enfants, se rappeler que nos enfants sont en construction. Il n'y a pas d'intention de nous nuire, il n'y a pas d'intention d'aller appuyer sur un bouton, hein. Le comportement, il est lié à une émotion et derrière l'émotion, on se souvient des croyances et des besoins. Pouvoir accepter ses émotions, c'est aussi remplir notre sac à épicerie, pouvoir se connecter à nos émotions agréables, hein. C'est parce que notre sac à épicerie va être suffisamment plein que je vais aussi pouvoir mieux vivre, hein, mes émotions désagréables. Tout ça va me permettre de mieux répondre et non pas de réagir ou surréagir. Et donc de pouvoir choisir, hein, nos comportements. Donc, on peut se poser des questions du type, ben, que se passe-t-il en moi? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? C'est vraiment hyper important de revenir aux sensations de notre corps. Comment est-ce que cette sensation, elle évolue? Hein, si je ressens de la colère, ben, à quel endroit je ressens la colère? Ok, est-ce que ça a quelle forme ça peut prendre? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est grand? Comment elle évolue? Est-ce que je suis consciente de ces sensations? Ça, c'est évidemment des questions qui nous aident, hein, à pouvoir explorer et apprivoiser nos fameuses émotions. Alors, pour pouvoir être en capacité d'être à l'écoute de ces émotions, ben, c'est aussi d'être attentif à où on est, hein, être là où je suis. Et pour des personnes hyperactives ou qui ont des difficultés attentionnelles, se connecter au moment présent et s'assurer d'être là où on est, ça peut aussi être un défi. Mais là aussi, hein, avec de l'entraînement, c'est quelque chose qu'on peut travailler, entraîner. Toutes les compétences émotionnelles, elles vont être évidemment utiles pour tous les enfants, mais je dirais encore plus pour les enfants ayant une neurodiversité. Et pour les enfants ayant une neurodiversité, eh bien, nous, chers parents, on va devoir s'armer de beaucoup de patience, en tout cas de plus de patience, parce que c'est des compétences qui vont prendre plus de temps pour eux à apprendre, apprivoiser. Ça va leur demander plus de temps que pour des enfants qui n'auraient pas forcément de besoins particuliers. Donc, on s'arme de patience, chers parents. Haut les cœurs, on tient bon, on est persévérant, on prend soin de soi pour être en capacité, hein, de prendre soin du mieux possible, en tout cas, de nos chers loulous. Donc, encore l'image, hein, mon sac à épicerie, sac à ordures, parce que pour être en capacité d'être attentif à soi, être en capacité de pouvoir développer ses compétences émotionnelles, de pouvoir apprivoiser ses émotions, ben, notre sac à épicerie, il a besoin d'être bien rempli et notre sac à ordures, il a besoin d'être vidé, mais de la bonne manière, évidemment, sans que ce soit délétère pour notre santé. Alors, pour justement aussi accompagner celles de nos enfants, parce que c'est bien beau de parler des nôtres, mais ça va être important évidemment de parler de celles de nos enfants aussi, ben, la meilleure façon, hein, on se souvient, hein, quand le couvercle saute aussi pour notre enfant, ben, la meilleure chose à faire, c'est le temps de pause. Parce qu'on se souvient que si on dit à un enfant en crise, calme-toi, eh bien en général, qu'est-ce qui se passe? Il se calme pas du tout, mais c'est encore pire, hein, c'est pas, ça n'a pas trop d'effet.
bah, c'est normal, parce qu'encore une fois, il est en incapacité biologique, physiologique de raisonner, de prendre des décisions, hein. Donc, la meilleure façon de faire, c'est eh bien, de prendre un temps de pause, finalement, nous, en tant que parents, de ne rien faire, en tout cas à chaud, d'attendre que la tempête passe, d'accompagner cette tempête du mieux possible, et j'ai un petit outil à vous présenter pour ça juste après, et de revenir une fois que c'est redescendu, une fois que la tempête est passée, eh bien, rediscuter avec l'enfant à froid pour voir comment faire mieux la prochaine fois, comprendre ce qui s'est passé et lui permettre de développer à son tour les compétences émotionnelles, petit pas par petit pas, évidemment, hein. C'est, je dirais pas l'apprentissage de toute une vie ou presque, mais en tout cas, c'est comme les maths et le français, hein, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Alors, ce temps de pause, eh ben, il va nous permettre d'éviter cette fameuse escalade que je présentais tout à l'heure pour pouvoir eh bien, être dans un schéma quand même plus agréable, hein. Si je pars de la consigne ou de l'interdit du parent, je vais quand même, la plupart du temps, souvent, parfois, ça dépend des enfants, avoir du refus, de l'argumentation, de la négociation, de l'opposition. Mais là, plutôt que d'alimenter l'escalade, que ça parte en cacahuète et qu'on rentre dans la spirale derrière de la culpabilité, de la démission, de la soumission, de la violence ou que sais-je encore, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est le temps de pause, c'est-à-dire ne rien faire, ne pas réagir. Plus je réagis, plus j'alimente le refus, l'opposition, la négociation. Donc, temps de pause. Hey, mon loulou, je crois que tu as envers une grosse colère. Je pense que c'est le temps du temps de pause. Et bien sûr, c'est des choses qu'on a travaillé à froid avec l'enfant avant. On peut se donner des signes et on se donne un signe comme ça, par exemple, à vous de trouver le vôtre, hein. Temps de pause. Et quand on fait ça, comment est-ce qu'il va aussi, lui, prendre son temps de pause, hein. Qu'est-ce qui va l'aider à redescendre et qu'est-ce qui va vous aider aussi à redescendre? Parce que quand nos loulous ils sont comme ça, nous aussi, hein, neurones miroir, on a tendance, nous aussi, à hop, exploser. Et puis, c'est là où le risque d'escalade se pose. Donc, temps de pause. Ensuite, par contre, ça, c'est hyper important, reprendre à froid la situation. Et puis, soutenir, accompagner, encourager, apprendre des habiletés de la vie, hein, dans ce moment où on va reprendre les choses à froid avec nos enfants. Je te coupe 30 secondes, Emmanuel. Oui, Quand tu oui, dis pas de souci. temps de pause, tu ne penses pas time out. Non. Alors, oui, ça dépend ce qu'on met derrière le time out. Mais parce que, en fait, derrière le time out, ça dépend de l'intention qu'on y met, hein. Là, le temps de pause, c'est vraiment l'idée de permettre à l'enfant, en tout cas, d'être dans un espace ou à l'endroit où il est. Ça va dépendre de votre configuration, de votre besoin à vous, du besoin de l'enfant, de ce qui est possible, de ce qui fonctionne, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment pas l'idée de la punition et de je mets au coin. Pas du tout. OK? Parce que ça, c'est pas forcément efficace ou en tout cas ça amène beaucoup d'effets délétères en termes d'estime de soi, de confiance en soi de l'enfant. Donc là, c'est vraiment d'accompagner l'enfant à redescendre et donc de pouvoir l'accompagner à trouver des stratégies pour l'aider à redescendre. Donc ça peut être aller chercher un doudou et puis le mettre contre lui. Ça peut être pour certains enfants peut-être d'aller taper dans un coussin ou dans un punching ball. Ça peut être de prendre un livre qu'il aime bien. Ça peut être de sauter, voilà. Ça peut être de faire, de se mettre en position de tortue. Bref, il y a évidemment plein de choses qui existent. Ça peut être de respirer, de faire un exercice de respiration, de faire la petite grenouille. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est vraiment l'idée, en tout cas, finalement, d'apprendre l'enfant à prendre soin de lui Ouais, pour ouais. pouvoir redescendre, Tu vois, réguler son émotion et ensuite Emmanuel, pouvoir lui parler. Oui, Emmanuel, on a tous été marqués par Caroline Goldman et le time out de cet été, hein, puisque Donna nous dit est-ce que ce temps de pause peut être assimilé par lui à de l'abandon? Vu ce que tu nous viens de nous décrire, ben non. Et puis Mélanie, elle nous dit on ne lui demande pas d'aller se calmer dans sa chambre. Alors, On peut? j'aime pas dire il faut pas, je préfère amener de la nuance, mais en tout cas, c'est important de pouvoir l'accompagner. L'espace où il prend son temps de pause, ça peut être sa chambre, hein. Mais en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que mon intention, c'est de faire cesser le comportement à tout prix, d'infliger quelque part une punition ou pour faire mal
ou lui faire vivre une émotion, une situation vraiment désagréable pour pas qu'il recommence. Là, on est dans une intention de punition qui affecte grandement l'estime de soi d'un enfant et la confiance. Très différent avec l'intention de lui apprendre à prendre soin de lui, de lui apprendre à redescendre pour réguler ses émotions, pour vivre ses émotions, apprendre à les traverser et ensuite savoir quoi faire avec. Et je vais y revenir après à ça. Euh, on pourrait y revenir s'il y a des questions par rapport à ça après. Hein. Euh, alors, ce qui peut aider pour les enfants et aussi pour les parents, ben, c'est de respirer, de prendre une bonne respiration, de se rappeler que nos enfants sont en construction. On peut avoir des petites phrases un peu toutes faites qui nous aident à avoir cette fameuse conquête de la demi-seconde pour nous éviter nous-mêmes de déborder en tant que parents. Mais la respiration est notre meilleure amie, on le dit souvent aux enfants, mais c'est évidemment tout aussi valable pour nous, les parents. Sachant que la respiration, elle est toujours avec nous, qu'on peut s'y connecter à tout moment. Elle est précieuse, cette respiration. Donc, elle est d'un grand soutien. Donc, c'est important dans les moments un peu compliqués. Voilà, allez, je respire, je peux m'isoler, je peux voilà, faire une petite activité qui me calme. Mais en tout cas, toujours éviter de réagir à chaud, parce que c'est là où les risques d'escalade peuvent évidemment survenir. J'avais vu dans le chat qu'il y avait effectivement une personne qui avait nommé cet outil-là, hein, ce fameux Stop, Feel and Go. Je crois qu'il n'était pas tout à fait formulé pareil, mais c'est la même chose. Donc, c'est vraiment cette idée de faire un temps d'arrêt. On va le faire ensemble. Je vous propose d'ailleurs qu'on expérimente. Et donc, pour ça, moi, je vous invite à fermer les yeux, à mettre les mains le long du corps. S'il y en a qui ont besoin, pourquoi pas, vous pouvez en profiter pour vous lever d'ailleurs, parce que ça fait un moment qu'on est assis, donc peut-être pour certaines personnes, ça peut faire du bien de se lever aussi. D'avoir les pieds bien à plat sur le sol, et puis se demander comment je me sens là, ici et maintenant. D'être à l'écoute de nos sensations corporelles, comment je me sens dans mon corps. Faire un peu un petit scan. Est-ce que je ressens des sensations particulières ou de tension ou plutôt des zones où je suis détendue, sans chercher à modifier quoi que ce soit, mais juste on apprend à observer comment on se sent dans notre corps. Ensuite, on peut se demander comment je me sens dans mon cœur, c'est quoi l'émotion que je suis en train de vivre en ce moment, qu'est-ce qui me traverse comme émotion en écoutant tout ce que raconte, partage Emmanuel, mais aussi Marianique, ce que j'ai pu lire aussi des personnes qui participent sur le chat. Quelle émotion ça suscite pour moi? Est-ce que je peux nommer avec un mot, des mots? Et puis, ma tête, qu'est-ce qu'elle me raconte à ce moment-là? Est-ce que j'ai des pensées qui me viennent? Peu importe les pensées qui me viennent. Là encore, je les observe avec bienveillance, avec douceur, sans jugement. Et puis, en fonction de comment je me sens dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Quelle attitude, quel comportement je choisis de faire en conscience, en fonction de ma météo intérieure? Prendre le temps de choisir nos attitudes pour ne pas les subir et ne pas les choisir. On peut en profiter pour détendre un petit peu ses épaules et puis rouvrir les yeux. Donc là, c'est le stop, feel and go. Plus vous allez vous entraîner à faire ce type d'exercice, vous avez vu, c'est pas long. Je suis personnellement convaincue que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, d'apprendre à faire ce stop, feel and go pour vraiment choisir leur réaction, apprendre à réguler les émotions. Donc, si je suis face à une situation où c'est parti en cacahuète avec mon enfant, eh bien, je peux essayer voilà, de me retirer, de respirer un bon coup, de me dire, d'être à l'écoute, ok, là, qu'est-ce que je suis en train de ressentir dans mon corps? Quelle émotion je suis en train d'avoir? Ouais, de l'agacement, de la colère, peut-être même de la rage. Ok, je respire. Mon enfant, il est en construction. Ok, qu'est-ce que je choisis de faire pour, en tout cas, que ça serve, que ce soit utile, que ce soit dans la bienveillance, par rapport à comment je me sens là maintenant, hein, de quoi moi j'ai besoin avant de pouvoir accompagner mon enfant.
Évidemment, il y a des moments où ça va être compliqué de le faire. Évidemment, il y a des enfants qui s'accrochent, hein, euh, à nos jambes. Donc là aussi, c'est plus compliqué, hein. Et ça veut dire qu'il faut arriver à faire ce stop, feel and go en ayant l'enfant accroché à notre jambe. Voilà. Ça reste un défi supplémentaire. Mais en tout cas, plus vous allez vous entraîner à le faire, plus vous allez pouvoir mobiliser cette habilité, hein, dans les moments où les émotions seront plus difficiles, évidemment. Alors, justement, pour accompagner l'émotion difficile d'un enfant, je vous ai préparé un petit outil. J'ai appelé ça l'outil crise. 4 étapes pour accompagner l'émotion difficile d'un enfant. Vous avez un petit QR code ou sinon une petite adresse internet en bas où vous pouvez aller télécharger gratuitement cet outil, hein. C'est un petit document A4 en PDF que vous pourrez imprimer et pourquoi pas coller sur votre frigo ou à votre bureau, dans votre chambre, dans les toilettes, je sais pas, dans un endroit en tout cas stratégique qui vous permet d'y penser, d'y revenir régulièrement. Donc, pourquoi crise? Parce que quand l'enfant vit une crise, comment est-ce que nous, on peut faire? Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de partir du mot crise pour un petit acronyme comme moyen mémotechnique. Alors, le C pour première étape. D'ailleurs, j'ai mis 4 étapes, mais c'est 5 étapes, pardon, que j'aurais dû mettre. C'est 5 étapes et non pas 4. Voilà, petite coquille. Je m'en excuse. Donc, c'est capter l'émotion ressentie, hein. C'est important de capter l'émotion ressentie, déjà à la nôtre, en prenant soin de ses propres émotions, et puis d'essayer de capter l'émotion ressentie de notre enfant. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour lui, hein? Quel est le besoin derrière? Quel est le déclencheur, hein? Donc, pouvoir capter l'émotion, la nôtre et celle de notre enfant. Une fois que j'ai capté ce qui se passe, eh bien, c'est important de reconnaître l'émotion. La nôtre, évidemment, mais aussi celle de l'enfant. Donc, de pouvoir refléter, hein, l'émotion que l'enfant vit, s'il n'est pas encore en capacité, lui, de s'en rendre compte et de l'exprimer, hein. Je vois que tu sembles fâché parce que tu n'as pas réussi l'exercice que tu devais faire, ou je comprends que tu te sens triste parce que tu t'es disputé cet après-midi avec ta meilleure copine à la récré. Si l'enfant il est disposé à la discussion rien qu'en nommant son émotion, parce que parfois, rien que le fait de nommer l'émotion ou de demander à l'enfant à quel endroit il ressent l'émotion, eh bien, ça va permettre à l'enfant de baisser déjà l'intensité de son émotion vécue. Et parfois, juste ça, ça va suffire à, hein, redescendre ici et à nouveau redialoguer. Si l'enfant, l'émotion, elle est trop intense, dans ce cas-là, ça sert à rien d'insister, hein. C'est plutôt l'étape d'après, donc d'inciter à la pause, hein. Donc on va l'inciter à prendre un temps de pause, va prendre soin de toi pendant ce temps de pause, et puis je reviens te voir tout à l'heure. C'est important de revenir régulièrement voir l'enfant pour savoir ce qui se passe pour lui et si à un moment donné il a besoin d'être accompagné ou si on peut l'aider d'une manière ou d'une autre, hein, en lui posant la question régulièrement de quoi as-tu besoin? Donc de le soutenir, hein, ça c'est la 4e étape. Selon les besoins de l'enfant, on va le soutenir, l'accompagner à revenir au calme. On peut avoir, par exemple, préparé un petit peu une roue d'activité qui permet à l'enfant de revenir au calme. Et pourquoi pas, voilà, peut-être que quand il aura bien saisi l'outil et les bénéfices, qu'il soit lui-même en capacité de repérer quelle activité il peut faire pour justement redescendre, hein, et se calmer. Et puis, dernière étape, écouter et expliciter, hein. Donc, après le moment de pause, à froid, on va revenir vers l'enfant. Est-ce que tu veux m'en parler maintenant? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a déclenché cette colère ou cette tristesse ou ce gros chagrin? Voilà ce qui s'est passé. Et pour le reste de la journée, voilà, je m'attends à ce que tu fasses telle ou telle chose. Donc ça, c'est un petit mémo pour vous rappeler, non pas les 4 étapes, vous m'excuserez, hein, vous changerez, les 5 étapes pour pouvoir accompagner l'émotion difficile d'un enfant. J'irai changer le document, donc demain, donc si vous le téléchargez demain, voilà, vous aurez la nouvelle version. Euh, donc voilà, que faire en crise? Voilà un petit outil qui, j'espère, pourra vous être utile pour traverser du mieux possible, en tout cas, ces moments-là. Alors, dernière compétence, eh bien, c'est
utiliser, hein, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les compétences émotionnelles et surtout en quoi elles sont utiles, même si on a déjà abordé quelques éléments par rapport à ça. Une citation, encore une fois, vous aurez compris que j'aime bien les citations, de Viktor Frankl, qui nous dit qu'on peut tout enlever à une personne, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite. Ça fait le lien avec l'outil tout à l'heure, Stop, Feel and Go, que si je me connecte à mes émotions, que je développe mes compétences émotionnelles, eh bien, je suis plus à même de décider de ma conduite, hein, plutôt que de subir. Les émotions, elles ont leur utilité aussi. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, c'est en lien avec nos besoins. J'aime bien prendre la métaphore de la voiture. Si dans votre voiture, vous avez un clignotant qui s'allume sur votre tableau de bord, du type le voyant de l'essence, eh bien, si vous n'écoutez pas ce petit signal, hein, qui s'affiche sur votre tableau de bord et que vous ne vous arrêtez pas pour mettre de l'essence dans la voiture et que vous continuez à rouler, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre voiture, elle tombe en panne et elle s'arrête net. Eh bien, nos émotions, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on n'écoute pas nos émotions, malgré les signaux que notre corps nous envoie, eh bien, à force d'éviter de vivre ces émotions désagréables, à force de nier ces émotions, de les étouffer, de les mettre dans une cocotte minute, et bien à un moment donné, notre corps, il ne pourra plus les absorber et notre corps va dire stop. Et c'est dans ces moments-là où on tombe en épuisement et où notre corps, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de jus parce que, eh bien, on n'a pas écouté ces fameux signaux qu'il nous a envoyés pourtant pendant des semaines, voire des mois. Donc, nos émotions, c'est vraiment un signal d'alerte par rapport à nos besoins. Nos émotions, c'est aussi notre boussole, un indicateur par rapport à nos valeurs. Si je vis des émotions désagréables de manière assez récurrente et assez intense, c'est qu'à un moment donné, ça touche ce qui est important pour moi, et donc mes valeurs. Et donc, ça m'indique qu'il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à revoir, ou en tout cas, j'ai besoin d'aller modifier ce qui se passe en ce moment pour moi parce que je suis pas en adéquation avec mes valeurs, ça me fait vivre trop d'émotions désagréables. Donc, ça m'aide, hein, à revenir sur le chemin qui me convient, ça m'aide à revenir sur ce qui est important pour moi. Donc là aussi, nos émotions sont vraiment des indicateurs, des signaux précieux à écouter. Et puis, bah, on l'a dit, hein, encore une fois, ça nous permet de se rendre compte de ce qu'il y a dans notre sac à ordures, de ce qu'il y a dans notre sac à épicerie et de pouvoir déverser le sac à ordures, remplir notre sac à épicerie. Donc, c'est un indicateur pour savoir où j'en suis, hein, par rapport à ces deux sacs. Et puis, il y a beaucoup de recherches aussi qui ont été menées, évidemment, en lien avec l'école, et notamment une recherche avec Mijo Latchak et des consoeurs, confrères à elle, qui a montré que lorsque les élèves, hein, bénéficient d'un entraînement émotionnel, eh bien, ils sont plus aptes à retrouver leur calme, ils apprennent plus efficacement, ils se sentent mieux et sont plus optimistes. Si un jeune vit une émotion difficile à la récréation, qu'il s'est disputé avec ses camarades, qu'il y a eu une grosse colère et qu'on lui demande 5 minutes après de se pencher sur un exercice de maths, de français, d'histoire géo, d'anglais ou que sais-je, ben, il y a de fortes chances que ce soit quand même compliqué pour lui parce que l'émotion, évidemment, elle a été intense et donc ça va être difficile d'être attentif et de se concentrer dans son travail. Donc, les émotions désagréables vont vraiment amener de l'évitement par rapport aux apprentissages, alors que faire vivre des émotions agréables à l'école aux élèves, au contraire, va amener du bien-être et donc plus de capacité à pouvoir être attentif et concentré dans les apprentissages. Et puis, en lien aussi avec la confiance en soi, hein, il faut savoir que les émotions, eh bien, font partie des sources de la confiance en soi. Là, je vous ai mis un petit visuel de l'association Scolavi avec laquelle je travaille aussi beaucoup en partenariat au développement des compétences psychosociales auprès des professionnels de l'éducation, notamment des enseignants et personnels éducatifs au sens large, comme AESH, CPE, infirmière scolaire, assistante sociale, documentaliste, coordinatrice en ULIS, et j'en oublie certainement plein. Et
ce vélo de la confiance en soi, en fait, il reprend les 4 sources de la confiance en soi telles que définies par un chercheur québécois qui s'appelle, pardon, pas québécois, mais canadien, pardon, qui s'appelle Albert Bandura, et qui donc a fait de nombreuses recherches et a mis en lumière que ce qui va favoriser le plus la confiance en soi, eh bien, ce sont les 4 vitesses que vous voyez s'afficher ici. Parmi ces vitesses-là, eh bien, il y a les émotions, les compétences émotionnelles, puisque plus je suis en capacité de savoir réguler mes émotions, gérer mon stress, savoir gérer mes peurs, ma colère, eh bien plus je serai à même, évidemment, d'avoir confiance pour relever les défis, hein, pour pouvoir avancer malgré les difficultés et les obstacles. Et puis, hein, on se rappelle encore une fois que les compétences émotionnelles font partie des fameuses compétences psychosociales. À nouveau, hein, je l'ai déjà dit en introduction, mais je le rappelle parce que c'est évidemment un point important. Et que nous, en tant que parents, bien sûr, on a un rôle à jouer pour accompagner du mieux possible nos enfants à développer ces compétences émotionnelles. Et quelque part, ben, développer, leur apprendre à développer ce que moi j'appelle une hygiène émotionnelle comme on a une hygiène dentaire, hein, comme on se lave les dents, eh ben, prendre soin de nos dents, c'est tout aussi important que prendre soin aussi eh bien, de nos émotions. Donc, et les dents, on les lave tous les jours, même 2 à 3 fois par jour, hein. Eh bien, les émotions, on en prend soin tous les jours, en apprenant à les apprivoiser, en étant à l'écoute de nos émotions et donc de nos besoins, en prenant soin aussi de notre relation aux pensées, hein. Je refais le lien avec les fameuses ruminations, hein, le hamster qui tourne dans la roue. De pouvoir aussi veiller chaque jour à vider son sac à ordures et à remplir notre sac à épicerie. Et puis, bien sûr, pouvoir savourer aussi, si minime soit-elle, hein, les émotions agréables, les moments de satisfaction, les moments de fierté, les moments de réussite, puisque c'est ce qui nous permettra de remplir notre fameux sac à épicerie. Cette hygiène émotionnelle, eh ben, elle va nous permettre de garder le cap à nous, évidemment, en tant que parents, pour pouvoir choisir notre réaction, éviter le schéma d'escalade que je présentais tout à l'heure et bâtir des relations positives en famille parce que c'est aussi une image que j'avais partagée lors de la conférence sur l'autonomie. Ben, ça, c'est notre phare, hein. En tant que parents, on veut le bien pour notre enfant, pour nos enfants. On a envie qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient bien dans leur basket. C'est ça qu'on veut. Et malgré cette intention profonde, eh bien, on vit des moments difficiles et c'est pas si simple que ça. Et on fait au mieux pour développer les habiletés qui vont leur servir toute leur vie. Et on se rappelle ce fameux 80-20 que on fait de notre mieux, qu'on ne cherche pas à être des parents parfaits, que si on essaye d'être suffisamment bon 80% du temps, et encore 80% du temps, c'est déjà un chiffre sacrément élevé, eh bien, on peut s'autoriser 20% du temps à faire des gaffes de parents, à avoir des émotions qui débordent, parce que tous ces moments-là, eh bien, vont servir à être des opportunités d'apprentissage pour montrer aussi aux enfants que, ah bah oui, là, papa, maman, l'émotion, elle a débordé. Je regrette. Tu vois, réguler ces émotions, c'est pas si simple, même pour les adultes. Donc, c'est normal que pour toi aussi, ce soit difficile. On apprend ensemble, hein, et on progresse ensemble. Quand on vit des situations difficiles, personnelles, familiales, ben parfois on va tomber à 70-30, parfois à 60-40, même parfois à 50-50. Voilà, on sait que c'est temporaire, ces situations-là, en tout cas on l'espère, mais chacun fait du mieux qu'il peut. Et je le répéterai jamais assez, encore une fois, on n'a pas besoin de parents parfaits, surtout pas. Ça, c'est le risque à l'épuisement garanti, mais simplement des parents suffisamment bons qui font du mieux possible pour développer les habiletés, les ressources dont nos enfants ont besoin pour grandir et s'épanouir. Et évidemment que les compétences émotionnelles, je crois que vous l'aurez compris ce soir, en font partie, mais à nouveau, voilà, du mieux possible, du mieux qu'on peut. S'il y en a qui veulent aller plus loin, je vous ai mis ici quelques ouvrages, mais pareil, il en existe beaucoup. Donc, en voilà quelques-uns, notamment voilà, Le cerveau dans la main, là, il vient du bouquin
de Daniel Siegel, Le cerveau de votre enfant, où il y a plein de petits dessins illustrés, il est très bien fait. Euh, Sans idée pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents, voilà, c'est un petit bouquin, mais qui est très riche d'idées, qui est très chouette. Et puis sinon, sur l'intelligence émotionnelle, il y a un petit cahier d'activité, là, d'Ilios Kotsou, qui est super pratico-pratique, voilà, qui coûte 8 euros peut-être. Donc ça, voilà, c'est un chouette outil à avoir pour soi en tant qu'adulte. Et puis, celles et ceux qui ont envie vraiment de creuser tout le travail de Daniel Goleman, il y a voilà, son intégrale sur l'intelligence émotionnelle, voilà, qui est quand même un pavé un peu plus épais, mais néanmoins, évidemment, passionnant. Eh ben, à bientôt tout le monde. Merci Emmanuel. Merci à vous tous, merci beaucoup.